Alors, voyons maintenant la légitimité du pouvoir et de l'autorité, donc après avoir vu les fondements. L'idée, donc, on va s'appuyer sur l'analyse de Max Weber, qui là aussi est un précurseur en la matière. L'idée, c'est que pour que le pouvoir et l'autorité soient acceptés, eh bien, ils doivent avoir une légitimité. Qu'est-ce qui rend finalement légitime le fait que cette personne puisse exercer un pouvoir sur nous? Alors, Max Weber dit, ben voilà, dans les organisations, finalement, il y a trois grands types de légitimité. La première est ce que lui appelle la légitimité traditionnelle, c'est celle de l'héritier. Le patron, c'est normal que ce soit le patron parce que c'est le fils de son père. Et donc, dans la tradition, c'est lui qui gère l'entreprise et on ne peut pas remettre ça en cause, en quelque sorte. Donc, c'est tout ce qui relève de la tradition qui va faire que. Pensez au système des rois de France. Par tradition, c'est dans la même famille et c'est le fils aîné du roi de France qui devient roi à son tour et personne ne remet cela en cause. On est donc dans un système de légitimité traditionnelle. Ensuite, on a la légitimité charismatique, c'est-à-dire que c'est ce que j'évoquais tout à l'heure, c'est des personnes qui ont des caractéristiques de chef, de meneur d'ordre et qui sont reconnues comme telles par les autres qui, en quelque sorte, s'en remettent à eux. Et donc, c'est dans la personnalité même du chef que l'on va retrouver ce type de légitimité. Personne ne remettra en cause son pouvoir parce qu'il incarne trop bien la position de chef. Enfin, il y a la légitimité légalo-rationnelle. Alors, c'est celle qui prévaut, selon Max Weber, dans les systèmes qui sont postérieurs à la révolution industrielle, dans le système bureaucratique qu'il appelle de ses voeux. Donc, c'est une autorité et un pouvoir de la fonction. En fait, les gens ont les compétences pour occuper cette fonction. Et puis, idéalement, alors la compétence supposée par un diplôme, etc., mais on peut penser que, idéalement, c'est la compétence réellement constatable qui va asseoir effectivement cette légitimité légalo-rationnelle. Alors, j'insiste sur cette dernière dimension parce qu'aujourd'hui, ce qui fait que des salariés reconnaissent l'autorité d'un supérieur hiérarchique, c'est précisément la reconnaissance de sa compétence. C'est celui qui sait, c'est celui qui va pouvoir les aider. Et là, tout naturellement, ce supérieur devient légitime, puisqu'il sait mieux que nous et il est capable de nous accompagner dans n'importe quel type de mission. Et on ne va pas remettre en cause, effectivement, ce rôle du supérieur hiérarchique dans ce cas-là. Alors, une fois qu'on a vu le pouvoir et l'autorité de l'entreprise, eh bien, regardons maintenant le problème de la répartition du pouvoir, c'est-à-dire le débat entre centralisation et décentralisation. Alors, ça commence par quelques définitions. Qu'est-ce que la centralisation d'abord ? Eh bien, on parle de pouvoir centralisé lorsque tous les pouvoirs de décision, finalement, sont regroupés entre les mains d'une personne ou d'un groupe. Ça peut être un comité de direction, par exemple. C'est pas forcément unicéphale. Donc voilà, toute décision est prise en un lieu unique par une personne ou un groupe restreint de personnes. La décentralisation, au contraire, eh bien, c'est lorsque le pouvoir de décision est réparti entre plusieurs personnes ou plusieurs groupes ou plusieurs endroits dans l'organisation. On pourrait effectivement préciser ces situations. Alors, vous savez certainement, ou vous aurez compris que la décentralisation fait bon ménage dans les organisations actuelles. Et ça veut dire qu'elle est porteuse d'avantages importants. Alors ces avantages sont les suivants. En fait, on s'aperçoit qu'il y a une performance de la décision. Pourquoi ? Parce que plus il y a de sources de décision, plus ces sources de décision sont spécialisées. Et donc, mieux la décision, ou plus la décision va être pertinente, puisque prise par des gens plus qualifiés, plus compétents dans chaque domaine. C'est aussi la flexibilité, ça permet aussi la flexibilité de l'entreprise, puisque la décentralisation va permettre de prendre des décisions là où les problèmes se posent. Donc on va pouvoir réagir à la fois mieux et plus vite, plus à propos. Donc ça permet effectivement la flexibilité. Ça limite le risque et l'erreur parce que, encore une fois, il y a plus de compétences qui amènent à la décision, et que quand on est plusieurs à décider, éventuellement, il peut y avoir une négociation, il peut y avoir une confrontation des idées, et donc ça va limiter effectivement tout un tas d'erreurs qu'une seule personne ne manquera pas de commettre s'il doit décider de tout et à tout moment. C'est par ailleurs
un excellent instrument de créativité et d'innovation, puisque plus on est à décider, et bien plus la décision va être riche, en quelque sorte, hein, et donc on va concevoir des solutions nouvelles en permanence. C'est de plus un excellent outil de motivation. Les hommes, d'une manière générale, sont intéressés par les responsabilités et donc par le fait de décider. Et puis, enfin, ça va permettre à l'organisation de mieux comprendre les situations dans lesquelles elle se trouve, parce que quand beaucoup de gens sont amenés à décider, la capacité, si vous voulez, collective de réflexion de l'organisation, s'en trouve agrandie de manière considérable. Donc, on le voit quand même, notamment par rapport aux caractéristiques des environnements d'affaires actuels, la décentralisation est porteuse de grands avantages. Comme toute chose, si les avantages sont grands, il y a aussi de très grands inconvénients. Alors, ces inconvénients, c'est d'abord à qui va-t-on décentraliser la décision, qui va prendre la décision, et donc plus on va multiplier les sources de décision, plus on risque de tomber sur des situations d'incompétence, c'est-à-dire des gens qui vont décider sans avoir réellement la capacité de le faire. C'est aussi le problème lié à la multiplicité des sources de décision qui risque de brouiller en quelque sorte le caractère unitaire qui est nécessaire à chaque organisation et qui donc va orienter l'organisation vers une perte de cohérence. L'idée, si chacun décide dans son coin, une ligne commune, un fil commun ne sera pas nécessairement suivi, et donc il va y avoir une perte de cohérence de l'organisation. Et puis, si on laisse décider les gens, ça suppose, et c'est la contrepartie généralement des responsabilités, donc du pouvoir de décision, donc de la décentralisation, il va falloir mettre en place des procédures de coordination, puisque chacun décide dans son coin. Là aussi, pour le souci de cohérence, il faut des procédures de coordination, puis il faut contrôler, évidemment, que les décisions qui sont prises sont de bonnes décisions. Donc ça veut dire aussi, quelque part, ajouter des moyens de coordination, de contrôle, donc alourdir l'organisation suite à ces processus de décentralisation. Alors comment peut-on vivre la décentralisation dans les entreprises ? Comment répartit-on concrètement le pouvoir dans les entreprises ? Alors la décentralisation, d'abord, elle peut être verticale ou horizontale. Alors généralement, on considère qu'elle est verticale, nous. Ce sont les supérieurs hiérarchiques qui, par délégation d'autorité, confient un certain nombre de décisions à prendre par leurs subordonnés. Mais il faut comprendre aussi qu'elle peut être horizontale. C'est-à-dire qu'on va confier au service commercial, à la technostructure, on va confier le soin de décider telle ou telle chose. Donc la répartition de la décision peut se faire aussi d'une manière horizontale. Elle peut être globale ou sélective, cette répartition du pouvoir, c'est-à-dire soit concerner toutes les décisions, donc là les globales, par exemple les décisions opérationnelles, tactiques et stratégiques sont toutes prises d'une manière décentralisée, ou alors ne concerner qu'un certain type de décision. On va décentraliser pour tout ce qui est opérationnel et tactique, par exemple. Par contre, le stratégique, c'est d'ailleurs souvent le cas dans les entreprises, va rester très centralisé par le dirigeant ou le comité de direction. Exhaustive ou séquentielle, troisième déclinaison de la décentralisation, ça veut dire que quand elle est exhaustive, ça va concerner la totalité du processus de décision, c'est-à-dire d'abord l'intelligence du problème, la modélisation du problème et la recherche de solutions, et le choix de la solution. Séquentielle, on va, par exemple, uniquement décentraliser la préparation à la décision. C'est ce qui se passe notamment dans le système politique. Le ministre décentralise tout ce qui est préparation à la décision, mais c'est lui qui va décider. C'est lui qui va dire, finalement, on va faire comme ça. Mais les choix qui lui sont proposés, évidemment, c'est pas lui qui les a élaborés, c'est pas lui qui les a mesurés, ce sont ses conseillers, ce sont des hauts fonctionnaires qui sont payés pour cela. Donc là, on dira que la décentralisation est séquentielle. Mise en œuvre concrète de la décentralisation, alors plusieurs moyens. Les plus classiques et ceux qui sont aussi les plus plébiscités dans la littérature managériale, c'est la direction par objectif et la direction participative par objectif. Je vous rappelle la différence entre les deux. Direction par objectif, le supérieur fixe un objectif à un subordonné et lui laisse dans ce cadre toute liberté de moyens.
Donc la responsabilité et l'autonomie portent sur les moyens. À une échéance prévue à l'avance, on va vérifier effectivement que l'objectif soit atteint. La direction participative par objectif, même l'objectif va être négocié par le subordonné, c'est-à-dire il va se mettre d'accord avec le supérieur hiérarchique sur l'objectif à atteindre. Donc l'objectif ne lui est pas imposé. Et bien sûr, après, il garde l'autonomie de moyens pour atteindre l'objectif sur lequel il s'est engagé. Le deuxième mode est forcément plus efficace puisque c'est l'individu qui a fait sien, qui a proposé, en quelque sorte, qui est d'accord sur l'objectif à atteindre. Donc on peut penser qu'il va mettre un peu plus d'énergie pour atteindre ce sur quoi il s'est engagé. D'une manière un peu plus anecdotique, c'est la cogestion. Qu'est-ce que la cogestion, qui est d'ailleurs assez célèbre, ou en tous les cas qui était assez célèbre chez nos amis allemands? Eh bien, c'est une participation indirecte de l'ensemble des salariés. Pourquoi indirecte? Parce qu'elle est exercée par les organes de représentation du personnel, qui vont être représentés au conseil d'établissement, voire au conseil de surveillance ou au conseil d'administration de l'entreprise. Donc, il y a une participation, effectivement, des salariés, au moins en tant que membre consultant, en tant qu'observateur, à la direction de l'entreprise. Et puis, alors là, on est dans des modèles qui sont beaucoup moins courants et qui sont assez peu compatibles avec le modèle de l'entreprise privée capitaliste, eh bien, le modèle de l'autogestion, où là, ce sont carrément les salariés qui vont élire leurs dirigeants ou qui vont participer pleinement et entièrement à la direction de l'entreprise et à la décision. C'est le cas quand même particulier, il faut le dire, puisque ça existe, des SCOP, des sociétés coopératives de production, où chaque membre peut avoir une voix et contribuer à toutes les décisions, notamment stratégiques, ou dans certains cas, dans le cas d'une reprise d'entreprise par les salariés, quand cette reprise d'entreprise par les salariés se fait dans le cadre d'une reprise d'entreprise en difficulté. Donc l'autogestion peut effectivement être un cas marginal que l'on rencontre dans certaines situations d'entreprise. Je vous rappelle quand même que le modèle yougoslave de l'entreprise autogérée est un modèle de faillite, puisque la personne, le politique que l'on va nommer, que les salariés vont nommer comme dirigeant, n'est pas forcément la personne la plus compétente en termes d'affaires. C'est probablement celle qui a le meilleur relationnel, mais c'est peut-être pas celle qui a les meilleures compétences de gestionnaire d'affaires.